Donc, je suis le docteur Cazer, je suis Christophe Cazer, je suis arrivé à La Réunion depuis 2 ans et demi. J'étais militaire avant et j'ai travaillé à Marseille. Juste, ça ne vous intéresse pas, mais pour vous dire, j'ai fait mes études à Lyon, mais il se trouve qu'à la fin de mon externat, j'étais externe, je devais être en 5e ou 6e année, et j'ai eu la chance de faire un stage de pneumo avec un jeune chef de clinique qui s'appelle, je crois, le docteur Piperno. Je me suis tout à fait c'est vrai, hein. J'ai dû beaucoup changer, parce que moi j'étais reconnu. Donc merci, je suis désolé de deux choses. Je suis désolé de passer après quelqu'un d'aussi intéressant et brillant. Vous allez être très déçus maintenant, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que je vais parler de chirurgie de l'obésité. J'avais prévu de parler de technique au début, quand j'ai vu le programme la semaine dernière, j'ai changé mon diaporama. Et donc je suis désolé, je vais être obligé de vous dire que je suis totalement d'accord avec mon interlocuteur précédent, puisque je suis totalement persuadé comme lui que la sleep c'est ce qu'il y a de mieux. Je vous le dirai de façon beaucoup moins intelligente, mais je vais essayer de m'appliquer quand même. Moi j'ai été formé avec un monsieur qui s'appelle le docteur Noël, qui a inventé une technique particulière aussi de la sleeve. Et entre autres, il m'a fait travailler beaucoup sur la re-sleeve, et avec un travail qui a montré, pour répondre à la question qui a été posée tout à l'heure, que la re-sleeve n'a pas beaucoup d'intérêt lorsque la sleeve a été bien faite. Si l'estomac se dilate, c'est une mauvaise réintervention. En revanche, et à la Réunion en particulier, s'il y a une malfaçon sur la première sleeve, si on a laissé une grosse poche, ces poches qui non seulement stockent les aliments, mais en plus fabriquent énormément d'hormones, des incrétines qui ont été proposées tout à l'heure au niveau physiopathologique, c'est un échec retentissant dès le 6e mois post-op. Et dans ces cas-là, la re-sleeve est une excellente indication avec de très très bons résultats. D'accord ? Donc voilà pour la sleeve et la re-sleeve. Et donc, tout à l'heure je vous dirais, mais c'est une de nos particularités ici, on a beaucoup de re-sleeve parce qu'on a eu beaucoup de gens qui ont eu des sleeves gastrectomiques non calibrées. Ce qui est une technique surprenante de prime abord. Donc juste un petit état des lieux sur l'épidémiologie. Vous savez que c'est un vrai problème de santé publique, l'obésité. Hein. Donc comme vous aviez toutes les techniques chirurgicales, je me suis orienté un peu plus médical, et vous allez voir que ce n'est pas ma spécialité, la médecine. Hein. Malgré le très bon enseignement du professeur Piperno, c'est pas ma spécialité. Donc les prévalences en métropole, les chiffres que j'ai pris, il me semble que c'est les chiffres de 2015, on a cherché avec Paul et on n'a pas trouvé mieux après. C'est presque 50% de surpoids en métropole, presque, pas encore tout à fait, à cette époque-là en tout cas. C'est 14% d'obèses et presque plus d'1,5%, bientôt 2% de la population adulte en obésité morbide, c'est-à-dire avec un IMC supérieur à 40. Et surtout, ce qui est très, très, très inquiétant et choquant, c'est 4% de l'obésité infantile, c'est-à-dire 4% des élèves de CM1 sont obèses en métropole. Et 19% surpoids, presque 20, presque 1 sur 5. Et la Réunion, on est beaucoup plus fort, Dieu merci, c'est plus de 50% de surpoids. Bon, ça je ne dirais rien, à titre personnel. C'est plus d'1 sur 5 obèses, c'est 2,5% de la population adulte obèse morbide, et surtout c'est 8,7% des enfants de CM1. C'est dramatique, c'est dramatique. Et plus d'1 sur 5 en surpoids. Donc c'est vraiment un problème de santé publique. Alors les particularismes de la Réunion, on a déjà commencé avec les patients, je viens de vous faire un petit peu l'épidémiologie. Donc ici, à la Réunion, je ne sais pas combien de temps vous êtes restés, sans doute pas très longtemps, et puis vous n'avez pas pu sortir beaucoup de luxe, sans doute aussi. Mais ici, moi je suis arrivé il y a 2 ans et demi, on mange bien. Moi j'en suis à plus 12 en kilogrammes. On mange drôlement bien. Moi j'étais militaire, je faisais du sport, tout ça, je fais un peu moins, je reconnais. Mais quand même, on mange bien. Et puis surtout, les gens, si vous ne mangez pas, c'est que vous êtes malade. Ou alors que vous êtes fâché. Donc déjà, dans leur esprit, c'est très très compliqué de leur expliquer qu'il va falloir moins manger. Et puis surtout, c'est très compliqué de leur expliquer ce que c'est une ration normale. Et puis surtout, c'est très compliqué d'expliquer que le sucre, c'est pas obligatoire. Et que par exemple, quand on boit, on peut boire un truc qui n'a pas de goût, qui s'appelle l'eau. Donc tout ça, c'est tous les particularismes des patients. Si vous ajoutez à ça qu'ils arrivent chez le médecin beaucoup plus tard qu'en métropole, ils ne sont pas consuméristes comme nous en métropole, en tout cas pas pour la chose médicale, beaucoup plus pour la chose sucrée. Mais ça vous explique pourquoi l'obésité flambe comme ça à La Réunion et pourquoi le diabète est la principale pathologie associée avec des complications dramatiques, hein, en particulier l'insuffisance rénale terminale. Enfin, après ça, les médecins. Les médecins ici, le particularisme, c'est d'abord il y a une sous-représentation de toutes les spécialités en général et des médecins généralistes en particulier. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les médecins généralistes travaillent beaucoup, font beaucoup de choses.
Et la troisième chose, c'est qu'à l'évidence, ils n'ont pas fait beaucoup d'obésité. C'est-à-dire que pour le moment, il y a encore beaucoup de médecins qui pensent que la chirurgie de l'obésité, c'est des gens qui ont trouvé un moyen de se faire de l'argent, c'est des gens qui opèrent le ventre alors qu'on doit soigner la tête, ou alors c'est des gens qui ont une drôle d'idée. Voilà, tout ce qui est... On essaie de faire beaucoup de PU, on essaie de former les gens pour leur expliquer que l'obésité c'est une maladie, que c'est une maladie grave. Il n'y a aucun médecin généraliste qui penserait qu'on n'opère pas un cancer. En revanche, ils pensent qu'on n'opère pas l'obésité. Effectivement, ils souhaiteraient qu'on opère quelque chose de réversible. Vous imaginez la réversibilité de la chirurgie du cancer. Enfin, donc tout ça pour expliquer que la chirurgie de l'obésité, c'est pour soigner des gens malades, qui ont une maladie grave, qui entraînent des pathologies très graves, qui vont au minimum péjorer la qualité de vie, et souvent raccourcir l'espérance de vie. Donc le but, c'est de les soigner, de les guérir. Bien entendu, on a fait des tas, sur les 15 dernières années, la physiopathologie a été complètement métamorphosée, on a fait des tas de choses. Je suis désolé, j'essaie de parler de médecine, vous voyez, je suis nul, mais je vous promets qu'on a fait des tas de découvertes. Je ne connais pas je ne peux pas vous citer, je ne suis pas professeur, rien du tout, je ne peux pas vous citer toutes les études que j'ai lues parce que je ne les ai pas retenues. Mais le génome a été, la cartographie du génome sur l'obésité a été particulièrement modifiée. L'épigénétique, moi je ne savais même pas que ça existait au début, l'épigénétique. L'épigénétique c'est fabuleux, enfin, on peut, grâce à la chirurgie d'obésité, on modifie complètement l'épigénétique des patients obèses. Et l'épigénétique, c'est, je ne vous ferai pas de cours là-dessus parce que j'en suis totalement incapable, mais il faut que vous sachiez que c'est une des principales causes du maintien de l'obésité chez les gens qu'on n'opère pas. D'accord ? Et je ne vous parle pas aussi de tout ce qui a été cité, les incrétines, etc. Parce que ça, c'est une découverte qui date d'il y a 10 ans maintenant. Et tout ça, toutes ces incrétines, elles sont sécrétées entre autres par l'estomac, qui est une énorme poche qu'on pensait plate au début. Elle n'est pas du tout plate, hein, elle est en volume, avec une sorte de gros sac à dos derrière. Et c'est ce gros sac à dos qu'il ne faut pas laisser quand on opère, justement. Sinon, la sleeve ne marche pas. Donc voilà pour les médecins. Donc, mon associé et moi, on essaye de venir tant bien que mal, avec beaucoup moins de brio que d'autres, pour essayer d'expliquer tout ça et de faire part de toutes les connaissances acquises sur l'obésité, et pour qu'on sache qu'un obèse, c'est pas une espèce d'andouille qui n'a pas de volonté, c'est quelqu'un qui a à un moment ou un autre trop mangé, mais une fois qu'il est entré dans la maladie obèse, toute sa régulation est modifiée, elle est complètement perturbée, et elle ne reviendra jamais en arrière sans chirurgie. Vous pouvez chercher sur internet toutes les études publiées au monde, à 10 ans sans chirurgie, chez quelqu'un qui a un IMC supérieur à 35, c'est 0% de bons résultats sans chirurgie. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, la chirurgie est indispensable, mais elle est totalement inutile seule. On en reviendra plus tard. Géographie de la prise en charge à La Réunion, je vous ai fait une petite carte pas très... Mais je suis désolé, c'est beaucoup moins illustré ce que j'ai fait cette semaine. Enfin, nous l'avons fait d'ailleurs, parce que c'est plutôt Paul qui l'a fait pour être tout à fait honnête. Lui, c'est plutôt la tête et moi je suis plutôt la bouche. On a chacun une spécialité. Donc les centres médicaux, toute la partie médicale est indispensable pour l'obésité, vous le savez, et on a 2 centres qui s'occupent vraiment des obèses sur l'île. Un au sud de l'île, au CHU de Saint-Pierre, qui est d'ailleurs qui a été déterminé CSO par l'ARS. Et puis une clinique qui est au port juste à côté de chez nous, à 300 mètres de chez nous, qui est la clinique Oméga, et qui donc fait, vous verrez plus tard, je vous dirai ce qu'il fait. Et après les centres chirurgicaux, donc il y a historiquement, il y avait le CHG de Saint-Paul qui en a toujours fait un petit peu, donc 30 à 40 par an. Le CHU de Saint-Pierre qui est CSO et donc en fait une 50aine par an. Le CHU de Saint-Denis qui en fait un peu moins de 20 par an, donc c'est vraiment anecdotique. Et puis après le centre historique, c'est le docteur Boyer qui l'a monté il y a plus de 10 ans à la clinique Sainte-Clotilde, dans le Nord, et qui lui en fait un peu plus de 300 par an. Il a un nouvel associé avec lui, il travaille très très bien, il a monté tous un centre, ça se passe plutôt bien pour eux, et c'est eux qui ont développé et qui ont sensibilisé un petit peu tout au début. C'est pour ça qu'ils auraient espéré devenir CSO. C'est vraiment eux il était tout seul, c'était Boyer, le docteur Boyer, c'est lui qui a initié tout l'élan autour de la chirurgie de l'obésité. Et puis pour des raisons qui lui ont échappé, ça a été finalement le CHU de Saint-Pierre qui a eu le CSO. Et donc Maggie et moi, nous sommes arrivés il y a 2 ans et demi. Avant on était en métropole, on était militaires tous les deux, on se connaît depuis toujours. Et on est venu s'installer et on a créé ce centre à Jeanne d'Arc. Et ce centre à Jeanne d'Arc, en 2 ans et demi, et ben on arrive cette année, on aura fait un peu plus de 250, un peu plus de 250 sleeves, je ne sais pas combien de bypass, je n'ai pas compté. Et puis on n'a pas mis d'anneaux du tout d'ailleurs, mais on en a enlevé, depuis qu'on est arrivé, on a enlevé plus de 80 anneaux en 2 ans et demi quand même. Voilà pour les chiffres. Donc les risques liés à l'obésité,
pour revenir un petit peu dans le médical, donc vous savez tous, ou pas, que, entre autres, l'obésité, ça augmente largement le cancer digestif en particulier, à plus de 20%. Ça donne des maladies cardiovasculaires. C'est à cause de ces maladies cardiovasculaires que la chirurgie de l'obésité a pris son essor dans les années 60-70 aux États-Unis. Hein. On a commencé l'intervention de référence, c'était le bypass. Il faut savoir qu'à l'époque, ça se faisait en laparotomie et qu'il y avait une mortalité dramatique qui pouvait aller jusqu'à 50%. Dieu merci, tout a changé. Hein. Tout a été bouleversé par l'invention de la styloscopie, puis de l'anneau, puis après de la sleeve. Ça donne de l'arthrose, mais ça c'est pas spécifique à l'obésité, c'est tous les gens trop lourds. Hein. Un professionnel de rugby il aura plus mal aux genoux ou aux hanches à 40 ans du fait de son poids qu'un marathonien, quoique le marathonien a moins la force de courir. Les maladies respiratoires, je ne vais pas m'étendre, j'aurais peur d'être ridicule bien évidemment, vu l'assemblée. Mais enfin quand même, toutes les connaissances sur l'apnée du sommeil ont été largement améliorées depuis qu'on prend en charge l'obésité. Hein. Et puis ça peut donner de l'asthme, etc., des insuffisances respiratoires. Juste pour vous dire, chez nous, toutes les apnées du sommeil sont appareillées. On a un pneumologue qui s'occupe de tout ça, donc je ne peux pas vous dire quel est le seuil à partir duquel on appareille. Il me semble que c'est là aussi. Et en revanche, tous les gens non appareillés, tous les gens qui n'ont pas d'apnée du sommeil, sont appareillés par une VNI périopératoire, 1 mois avant et 2 mois après, pour essayer de diminuer au maximum la morbimortalité thoracique de cette intervention. Ce qui nous permet, parce que nous, on est en clinique, on travaille un petit peu sans filet, on n'a pas de réa. Les seuls réa de la Réunion, c'est au CHU, donc c'est Saint-Pierre et Saint-Denis. On a une unité sans continu quand même, mais bon, on n'a que ça. Et pour le moment, je toucherai du bois bientôt, ça se passe plutôt bien. On n'a pas eu de complications graves pulmonaires, ce qui est très important parce que ça part très vite mal quand il y a une complication pulmonaire. Voilà. Les maladies métaboliques, comme vous le savez ici, c'est le diabète le principal problème. Problème psychologique, c'est rare, avec une espérance de vie diminuée, il y a de plus en plus d'études qui sortent à ce sujet. Hein. Mon camarade me fait signe que je vais trop lentement, donc j'accélère, excusez-moi. Les indications de l'HAS, donc la chirurgie, ça s'adresse aux gens qui ont un IMC supérieur à 35 avec une comorbidité ou un IMC supérieur à 40 sans comorbidité. Donc pour pouvoir avoir droit à toutes les chirurgies qui vous ont été présentées brillamment tout à l'heure, il faut avoir soit un IMC à 35 et une complication, soit un IMC à 40. Il faut avoir ça, bien sûr, mais pas seulement. Il faut avoir aussi réalisé toute une préparation, et cette préparation doit durer au minimum 6 mois, pas au maximum. Hein. Ça veut dire que, et puis 6 mois, c'est vraiment le minimum, c'est recommandé même 1 an, d'accord ? Donc les différentes techniques chirurgicales, je n'insisterai pas. Voilà, celles qui sont orange, c'est celles qu'on est d'accord pour faire nous. C'est celle qu'on sait faire, surtout. On n'a pas cité la gastrectomie verticale calibrée, parce qu'on n'en fait vraiment plus du tout. Et pour le moment, nous, on n'a pas mis d'anneau, on fait beaucoup de slip parce qu'on pense que c'est ce qu'il y a de mieux, pour toutes les raisons qui ont été expliquées avant, donc ça va me gagner du temps sur mon exposé. Parce que je suis totalement d'accord à 100% avec tout ce qui a été dit avant, voire à 200%. Et pour un Marseillais, être d'accord avec un Parisien, c'est pas facile. Et donc, on a quand même quelques indications de bypass. On n'a pas encore fait de mini bypass, parce qu'on est, pour les mêmes raisons qui ont été dites tout à l'heure, on est un peu plus frileux, même si on pensait que c'était une très mauvaise intervention, et on est un peu revenu là-dessus, parce qu'on a certains de nos camarades qui en font et qui ont plutôt de bons résultats, donc ils nous ont un petit peu convertis. Pas suffisamment pour qu'on le fasse, mais en tout cas, on est moins réticents maintenant. Et sinon, on n'a pas eu encore d'indication de SATI. Donc la sleeve. Donc là, le monsieur Copper, c'est le docteur Noël, c'est juste pour faire un petit rappel sur la technique, je vais aller très vite parce que je ne vais pas trop insister. On est totalement d'accord à 100% avec tout ce qui a été dit avant, en particulier pour le mini-invasif. Donc normalement, vous voyez, il faut 5 trocars comme ça. Nous, on n'en met que 3, le patient est à 30 degrés. Et nos 3 trocars, il y en a un de 5 mm et 2 de 12 mm. Il y a 12 et 12, 24 et 5, 29. On est presque à 30 mm comme mon prédécesseur. L'inconvénient par rapport au monotrocar de 3 cm, qui est une excellente intervention, c'est que nous, on ne peut pas refermer la ponévrose. L'avantage, c'est qu'on n'a que des petites incisions. L'autre inconvénient, c'est qu'on met longtemps à retirer l'estomac à travers 12 mm. Mais on y arrive. Donc voilà pour la technique. Cette technique, elle se fait, donc vous l'avez vu, on passe par derrière, donc on voit, quand on opère, on passe par derrière, on n'a pas besoin d'écarter le foie, on passe par en dessous. C'est une technique qui est longue à apprendre, mais qui est très facile à reproduire, qui a un énorme avantage, c'est qu'après, une fois qu'on la connaît bien, on la fait en moins de 30 minutes, et on laisse pas de poche à coup sûr. Donc on fera une belle sleeve. Donc
on a la chance d'avoir de bons résultats, les gens sont très contents, on fait que 3 trous, donc c'est vraiment encourageant. Après ça, le déroulement de la prise en charge périopératoire, d'accord? Donc en préopératoire, tout commence chez nous par une réunion d'information qui est faite par les 2 chirurgiens, qui dure à peu près 2 heures. C'est un jeudi sur 2, on a une vingtaine de personnes, avec leur famille si possible. Et c'est nous qui leur faisons la réunion d'information, on leur présente toutes les techniques, on leur présente toute la prise en charge pré, per et post-opératoire, on leur présente toute l'équipe, d'accord? À l'issue de cette réunion, ils ont on les voit en consultation, Paul et moi, et ils partent en fin d'après-midi, ils partent en début de soirée de cette demi-journée, avec tout le programme qu'ils vont devoir suivre après. Donc la première étape, c'est une hospitalisation de 3 jours, où ils feront tous les examens, qui se passent tout à la clinique, avec toute l'équipe que je vais vous présenter dans la diapositive juste après. À l'issue de tout ça, quand on a tous les résultats, 2 à 3 mois après, on a la réunion de concertation pluridisciplinaire où tous les praticiens sont présents et où on statue sur chaque dossier de la tactique thérapeutique qui sera décidée pour chaque patient. À l'issue de cette réunion, les 2 semaines suivantes, il y a une journée d'hôpital de jour. Les 2 jeudis suivants, les gens sont hospitalisés où on revoit toute une partie des spécialistes, dont le chirurgien, qui va leur donner tout le programme à venir. Et puis, le rendez-vous pour la consultation organisationnelle, cette consultation organisationnelle leur permettra d'avoir la date opératoire, la technique chirurgicale choisie, on discute avec eux de cette technique. En général, quand on leur a bien expliqué tous les avantages et les inconvénients, d'eux-mêmes ils décident d'avoir une sleeve, ce qui évite d'avoir à leur forcer la main. Et puis après on leur donne la consultation d'anesthésiste, on est obligé, on ne peut pas y arriver sans anesthésiste, j'en suis fort, Marie, moi aussi, mais on n'y arrive pas pour le moment, ça fait trop mal. Donc tout ça, toute cette organisation, on a une coordinatrice de l'obésité qui s'occupe de tout ça. Pendant toute cette période, il y a la psychologue et la diététicienne sont les 2 pierres angulaires de notre système qui voient les patients régulièrement. La clinique Omega dont je vous ai parlé tout à l'heure les voit aussi régulièrement, ils sont obligés d'y aller plusieurs fois. Soit ils ont des rendez-vous hebdomadaires, soit ils ont des semaines bloquées où ils ont de l'activité, de la thérapeutique culinaire, de la diététique et puis de la remise, de la réadaptation à l'effort. Et puis on a une association d'anciens patients très importante. Hein. Ces gens doivent pouvoir se retourner vers des gens quand ils ont des questions à poser qui ne sont pas obligatoirement médicales, peuvent être des problèmes sociaux, n'importe quoi. Donc on a monté notre association d'anciens patients qui s'appelle Boostali et qui s'occupe des patients, qui les reçoit, qui les aide parfois, qui peuvent leur financer des vitamines quand ils ont besoin de vitamines, qui n'ont pas de moyens parce qu'on a beaucoup d'indigents, qui peuvent les aider à payer des cours de sport ou des choses comme ça, ou les aider dans des démarches sociales. Voilà pour la prise en charge préopératoire. Tous ces gens savent que s'ils sont pris en charge un jour et qu'ils décident de passer à la chirurgie, ils seront pris en charge à vie. Donc l'équipe, je vous avais promis de vous la présenter, on a 3 gastroentérologues, 2 endocrinologues. Donc tous ces gens sont vus pendant les 3 jours et régulièrement si besoin. On a 4 anesthésistes réanimateurs pour les endormir. Et on a aussi, alors là en revanche elle est très bien, une réanimatrice qualiticienne qui les voit avant la RCT ou après la RCT à la HDJR et qui vérifie toute la partie cardio-pulmonaire et qui nous dit s'il y a besoin de suppléments ou non. Ça nous évite, le jour où il y a la consultation d'anesthésie, d'avoir des gens retoqués. Elle voit, elle vérifie qu'il ne manque rien. On a un psychiatre et une psychologue. Tous nos patients voient et le psychiatre et la psychologue. Ce sont 2 métiers complètement différents. Et le psychiatre le voit au moins une fois et la psychologue au moins 2. On a 2 cardiologues, un seul pneumologue. Pareil, il voit tous les patients et donc comme je vous l'ai expliqué, ils sont tous appareillés quoi qu'il arrive, soit d'apnée du sommeil, soit d'une VNI périopératoire. 2 diététiciennes, un médecin nutritionniste, mais on en cherche un deuxième activement. La coordinatrice de l'obésité, on a des kinésithérapeutes qui voient les patients dès les 3 jours et qui font un bilan complet de leurs problèmes éventuels et qui les aident à faire une rééducation, une réadaptation préopératoire déjà, pour arriver dans la meilleure forme possible à la chirurgie. On a des profs de sport qui interviennent eux plutôt après l'intervention, une socio-esthéticienne, tout ça c'est des choses qui sont faites en hôpital de jour après l'intervention et qui permet aux gens de se resocialiser et de reprendre un meilleur schéma corporel et de revenir beaucoup plus vite dans leur nouvelle vie de non-obèse. On collabore avec la clinique Omega. Avec la clinique Omega, on travaille en synergie pour le moment et ça se passe de mieux en mieux. On espère que ça finira en symbiose même. Et donc ils font le sport adapté, la cuisine thérapeutique, l'éducation nutritionnelle et surtout notre endocrinologue travaille aussi là-bas et elle est très très orientée diabéto et donc on a une optimisation de la prise en charge du diabète. Et puis on travaille avec le centre Triangle qui est un centre de rééducation fonctionnelle et qui est qualifié pour la réadaptation physique mais surtout pour la réadaptation cardiaque et respiratoire.
en particulier pour nos super obèses. Hein. Depuis qu'on est là, on a déjà opéré au moins une dizaine de personnes qui faisaient plus de 200 kg, dont une qui faisait 252 et un qui faisait 272. Et donc ces gens-là, après l'intervention, doivent avoir une rééducation, une réadaptation un petit peu particulière. Voilà. Donc on travaille avec le centre Yang et on a vraiment beaucoup de chance, puisque nous, notre clinique, elle est en plein milieu. À 300 mètres à gauche, vous avez Omega, à 300 mètres à droite, Ilang Ilang. Rien à voir avec les primaires qui viennent de passer de gauche et droite, c'est juste géographique. Voilà pour l'équipe. Ah non, là j'ai sauté quelque chose. Donc l'hospitalisation, alors nous on est juste une petite clinique, donc on n'est pas brillant, je suis désolé. On les fait rentrer la veille de l'intervention. Hein, en général ils rentrent le lundi, ils seront opérés le mardi. Le mercredi on leur fait un scan de contrôle qui n'est pas un anxiolytique pour le chirurgien, c'est juste, on est en privé donc on fait du médico-légal, il faut être tout à fait honnête, hein, il ne sert pas à grand chose. Ce qui compte c'est que leur pouls soit inférieur à 100, c'est tout, hein, pour les réalimenter. En tout cas on le fait toujours, de même qu'on fait toujours le test au bleu, même si c'est pas d'une utilité majeure. Et on les laisse sortir à J2, voilà. Donc c'est pas du 24 heures moins, c'est du 60 heures. Bon, mais on espère arriver un jour à mieux. Il faut savoir que sur l'île de la Réunion, la moyenne d'hospitalisation pour la chirurgie de l'obésité, c'est 10 jours. Donc quand même, on se défend pas mal. Il faut être brillant. Voilà. Le post-opératoire très important, toujours organisé par la coordonnatrice. Hein. Donc on les revoit en consultation 1 mois, 2 mois, avec la diététicienne. Et puis après, à 3 mois, c'est l'hôpital de jour, où ils revoient tous les spécialistes, à 6 mois et à 12 mois, avec en particulier la socio-esthéticienne et les profs de sport. Et puis après, c'est au moins 1 fois par an. D'accord ? Après ça, on leur propose tous, pour ceux qui veulent, ils voient une société qui leur propose cet appareillage, qui est un appareillage de contention, qui a deux intérêts. En préopératoire, cette contention, elle permet aux gens, comme vous pouvez le voir sur ces photos, de complètement modifier leur centre de gravité, d'avoir beaucoup moins de choses qui pendent, et donc de pouvoir se bouger beaucoup plus facilement. Ça, pour des gens qui ont une obésité très importante, par exemple, ça leur sert à pouvoir remettre tout bêtement leurs chaussures tout seuls. Ça leur permet de reprendre une activité physique et sportive, même modérée, et donc ça les amène à la chirurgie dans une bien meilleure forme que s'ils n'avaient pas ces combinaisons. Et en post-opératoire, ça a la même vertu pour tout ce qui est activité physique et sportive et pour tout ce qui est activité tous les jours. Et surtout, ça diminue le pendulum et donc l'inflammation que crée le pendulum de la peau. Et ça permet d'avoir un meilleur affermissement et parfois moins de chirurgie réparatrice à l'issue. Voilà. Après ça c'est mon associé qui tient beaucoup à cette diapo. C'est un mail qui nous a envoyé une de nos patientes il y a 1 an. On l'avait opéré depuis plus d'1 an et il nous a envoyé un mail en disant voilà docteur, voilà exactement ce que j'ai ressenti, j'ai trouvé ça sur internet et je voudrais que vous montriez aux autres quand vous faites le cours parce que vraiment c'est ce que je vis maintenant et je vous remercie beaucoup. Donc je vous l'ai mis. La conclusion, c'est qu'il faut absolument sensibiliser, en tout cas à la réunion, les praticiens et les patients, leur expliquer que c'est un véritable enjeu de santé publique. Pour ça, il faut informer et organiser les réseaux. Comme vous l'avez compris, le take-home message, c'est la chirurgie est indispensable, hein, mais inutile de manière isolée. Donc c'est nécessaire, mais certainement pas suffisant. Très important. Il n'y a que les patients qui peuvent essayer de maigrir. Et donc, il faut la prévention et la prise de conscience. Et juste après le post-conclusion, je vous présente la deuxième partie du mail que la dame nous avait envoyé. C'est cette dame qui nous a envoyé le mail, la photo que vous avez vue il y a 2 diapos. Donc vous voyez avant et après. Il y a 1 an d'écart entre les deux. Elle fait plus de 120 kg sur la première. Et mon associé m'a rappelé que son métier c'était vendeuse de prêt-à-porter. Et figurez-vous qu'elle travaillait aux grandes tailles. Et 1 an plus tard, elle avait changé de rayon. Allez savoir pourquoi. Merci beaucoup de votre intervention. Moi, je travaille en Guadeloupe et en fait, nous avons exactement le même contexte. On raconte d'obésité beaucoup plus. Moi, je suis environ un millier de malades qui ont été opérés à Paris et localement. Et sincèrement, le suivi sur 3 ans est extrêmement négatif. Quand je vois les malades, les complications des malades, je suis un peu désespéré. J'avoue que l'asthme a disparu, voire même dans la posture du plan respiratoire. Mais du point de vue santé générale, je pense que c'est quelque chose d'horrible.
faut le savoir, hein, c'est quelque chose d'horrible, des complications multiples, plus que le fonds musculaire, plus sur le plan esthétique, ce n'est pas si brillant que la photo de Gaïa. Il y a un deuxième élément, que nous avons beaucoup de femmes, je ne sais pas si vous avez exactement le même constat. Nous, 84% des femmes opèrent. Seulement 16%. Ça c'est partout. C'est pour une raison très simple, très facile à comprendre, hein. C'est plus les femmes que les hommes. C'est parce que les femmes elles sont obèses alors que les hommes ils sont juste costauds. C'est comme ça. Un homme il viendra voir, il dit docteur viens voir, bon parce que je suis un peu trop costaud. Alors ça c'est pour répondre. Après pour ce qui est des résultats, là on est là que depuis 2 ans et demi. Moi avant je travaillais à Marseille, j'en faisais pas mal, mais je suis un jeune chirurgien de l'obésité, ça fait que 7 ans que je fais de la chirurgie de l'obésité, donc j'ai pas le même recul que mon prédécesseur au pupitre, donc c'était plutôt une question pour lui. Mais quand même pour le moment je suis à 2 ans et demi d'ici, la dame que vous avez vue, je l'ai opérée il y a plus de 2 ans maintenant. Elle a un excellent résultat, elle n'a pas de fonte musculaire. En post-opératoire, on les alimente, on leur donne des protéines pour qu'elles ne perdent pas leurs muscles, on leur donne des vitamines. On les suit, on leur fait faire de la rééducation, on leur fait faire du sport, et puis surtout on les suit tout le temps. On récupère plein de gens qui n'ont pas été suivis, qui ont été perdus, qui vont mal, et on les reprend en charge nous, et elles vont plutôt bien. Le seul problème, c'est que ce n'est pas notre métier, moi je suis chirurgien, et que c'est compliqué d'aller suivre les patients d'autres chirurgiens, parce qu'il n'y a personne d'autre qui le fait sur l'île. Mais il faut savoir que le suivi, c'est largement aussi important qu'acte chirurgical. Par exemple, on a vu juste avant moi là, un brillant chirurgien qui a une technique plus que novatrice et qui a des résultats exceptionnels. J'espère qu'un jour j'arriverai à approcher ces résultats. Et c'est très très important parce que c'est indispensable d'avoir d'abord une belle chirurgie pour avoir un bon résultat. Mais ce n'est pas du tout suffisant, comme je l'ai dit. Pour avoir des bons résultats après, il faut suivre vos patients. Enfin, il faut que le chirurgien suive ses patients, que son équipe suive les patients, et qu'il les prenne en charge à vie, j'insiste. Et alors, vous avez de très bons résultats. Après, je n'ai que 2 ans de recul à la Réunion. Merci. Je vais d'abord te féliciter. Tu fais beaucoup auto-fouetté, tu fais du bon travail. Les résultats sont bons. La durée d'hospitalisation de 2 jours, c'est très bien. Hein. Moi, j'ai dit que je fais 40% des malades en J1, sortie J1, les autres, c'est J3, J1. Donc, on arrive à faire la même chose. Je te félicite aussi pour l'histoire du scanner, parce que je me bats à Paris pour dire un scanner, on le fait à J2, il y a des petites différences, et on le faisait à tout le monde. On m'attaquait en me disant tu éradies toute la population d'obèses. Maintenant, pour les gens qui sortent de J1, on ne fait plus de scanner, et ceux qui ont peu de risques de complications, on le fait plus, et les autres, on le fait à J2. Je voulais répondre aussi à la question précédente, mais je crois que tu as bien répondu. On ne peut pas dire ça. Je crois qu'on ne peut pas dire que la chirurgie de l'obésité a de mauvais résultats. Il y a toujours des échecs, on les a reconnus. Il y a un pourcentage d'échecs. Là où la réponse est bonne, je crois que la chirurgie n'est pas un miracle. Si les malades ne sont pas préparés, si les malades ne sont pas suivis, effectivement, tu vas te retrouver avec des malades comme ça. Nous nous trouvons avec le même malade. Si vous voulez, la question de volonté, pour vous, qu'il est peu important, mais je peux vous assurer que la volonté est très bien, très importante. Notamment concernant pourquoi il y a davantage de femmes que d'hommes aux Antilles qui sont très obèses. C'est une question de comportement, d'hygiène de vie, d'éducation et d'habitude. Pourquoi les hommes sont beaucoup moins obèses, c'est exactement ça. Et donc, si vous voulez, c'est un problème sociétal. On voit des enfants maintenant de plus en plus gros. C'est un problème médical, tout le monde est d'accord qu'il y a une indication formelle. Mais le suivi, on n'a pas changé de malade, c'est le même malade qui est franchement arrivé à l'état obèse morbide et que lui-même, qui a besoin d'un très bon suivi qui n'est pas si simple que ça. Est-ce que ça veut dire dans votre expérience que vous avez plus de refus parmi les hommes ou est-ce que vous avez l'impression de voir quand même moins d'hommes obèses? Ah non, moi c'est pas du tout mon propos, il y a largement autant d'hommes obèses que de femmes obèses, en tout cas à La Réunion et à Marseille. Hein. Juste, les hommes ne viennent pas se faire opérer parce qu'eux, ils ne sont pas obèses. Ils disent, moi je suis juste costaud. Mais c'est, voilà, c'est totalement faux, ils sont largement aussi obèses aussi, c'est juste que les femmes sont... Une femme, le matin, quand elle se regarde dans la glace, elle se demande ce qui ne va pas, alors qu'un homme, il regarde tout ce qui va bien. Alors, il y a une question. On pose la question. Oui, voilà. Quand même. Et finalement, sur 4-5 ans, quel est le pourcentage de rechute des patients? Parce qu'on voit des très belles séries sur 1 an, 2 ans, ça c'est sûr, mais... Ah non, alors, moi j'ai pas de... On voit bien sur les longues... J'ai pas d'études personnelles, statistiques, mais ce qui est écrit dans tous les articles que j'arrive à lire de temps en temps,
c'est que pour le bypass ou pour la sleeve, c'est entre 80 et 90% de moins très bons résultats, c'est-à-dire plus de 50% de la perte d'excès de poids. D'accord ? Ça ne peut pas être 100% pour des tas de raisons. D'abord parce qu'il y a des malfaçons chirurgicales, parce qu'il y a des patients qui ne respectent pas les consignes, qui ont une mauvaise observance, parce qu'il y a des patients mal préparés, parce qu'il y a des patients mal opérés, parce que le 100% n'existe dans rien et pas non plus dans l'obésité. Avec l'anneau, pour donner un ordre d'idée, c'était 40%. Ça c'est toujours 40%. Oui. Une question. D'abord, je remercie sur son expérience. Et moi, j'ai des patients satisfaits. Je voudrais revenir sur les complications. Quelles complications vous avez pu rencontrer? Alors nous, notre principal cauchemar, c'est bien entendu la fistule, puisque notre principale intervention, c'est la sleeve. Il faut savoir que la fistule, ça peut vous tuer un patient en 2 à 3 jours, parce que l'obèse est un malade fragile. La fistule va entraîner un sepsis, qui entraîne un CIRS, qui peut rapidement amener au MOF et à la caisse. Pour parler en... Double scanner. Double scanner. Double scanner qui permet de réagir plus vite. Exactement. Après ça, la surveillance, c'est surtout les pulsations, etc. Le scanner, bien entendu. Et nous, dans notre expérience, comme je vous l'ai vu, vous avez vu, on a une technique particulière. On a eu la chance de la faire et la refaire. On a fait vraiment beaucoup. On utilise des renforts d'agrafage. Enfin, c'est purement technique. On calibre à chaque fois, on a des renforts d'agrafage, on a une pince. Bref, on met tous les chances de côté. On appareille tous nos patients pour qu'ils aient la meilleure cicatrisation possible avec le taux d'oxygène le maximum possible dans le sang. Et on oblige tous nos patients à arrêter de fumer, on n'opère jamais un fumeur et on vérifie, on mesure le monoxyde de carbone, et voilà. Et avec tout ça, pour les sleeves, on essaye de tomber à moins de 1% de fistule. Là, on vient d'arriver, donc on est à peu près, on doit être entre 1 et 1,5, donc pour les sleeves. Et par exemple, pour les re-sleeves ici, avec des sleeves qui ont été faites avant, j'allais dire quelque chose de non confraternel, mais de façon surprenante, dirons-nous. Et là, en revanche, pour les re-sleeves, on n'a pas du tout ce taux-là, on a plus de 10% de fistule, c'est un drame, et on ne sait pas quoi faire, on s'applique, on essaye de changer, d'optimiser notre façon de faire. Et puis surtout, on a tous les gens qui ont été suivis avant et à qui ça n'a pas marché qui viennent nous voir parce qu'il n'y a personne d'autre sur l'île qui veut les opérer. Tous les gens déjà opérés, il n'y a aucun chirurgien sur l'île qui veut les réopérer. Que ce soit au CHU, à l'hôpital régional ou en clinique. Donc nous, on est arrivés et on s'est trouvé benoîtement, enfin, on a organisé 2-3 petits trucs pour se faire connaître un petit peu. Le docteur Tanguy est venu. Et on avait fait venir notre ami, le docteur Noël, qui est un de mes meilleurs amis, qui est venu nous aider à opérer. Et il m'a dit, si je viens, trouve-moi des trucs un petit peu hors du commun. Donc on a commencé à faire des cas un petit peu compliqués, des gens qui avaient déjà été opérés, des choses un petit peu compliquées. Et donc, résultat, tous les gens sont venus à notre consultation. Et après, le problème, c'est qu'on a beau être d'anciens militaires, on a du mal avec nos patients. Moi, j'étais formé par un professeur supérieur, donc le patient, c'est très très important. Et donc, on a du mal à dire non aux gens, une fois qu'ils sont dans notre bureau, leur dire mais ça va être compliqué, on le fera pas, on ne dit pas. Donc, on leur explique qu'il faut bien qu'ils réfléchissent, on les fait revenir, on les fait traîner, on met longtemps à les préparer, on essaie de les décourager. Et puis, c'est ceux qui sont le plus observants, bien évidemment, comme d'habitude. Ça me rappelait l'attitude à l'armée, c'est toujours celui qui est complètement inapte qui va absolument faire son service. Enfin, voilà, et donc ils se battent pour être opérés, et puis donc on les opère. Et donc là, en revanche, on a des complications. Donc, les complications principales, c'est la fistule, c'est ce que j'ai le plus, mais surtout chez les re-sleeves, ou chez les gens qui ont eu des anneaux, en fait, des trucs bizarres. Et on les traite, et le corollaire de ces fistulles, c'est que ça donne régulièrement des poches pleurales à gauche, que ça peut donner une pneumopathie, etc., etc. Et comme on n'a que des malades appareillés, mais il se trouve que ça se passe bien et que pour le moment, on doit en être ça fait 2 ans et demi qu'on fait de la chirurgie de l'obésité, parce qu'il faut 6 mois pour les préparer, on est là depuis 2 ans et demi. Donc ça fait, on va dire, ça fait 20 mois qu'on fait la chirurgie de l'obésité à La Réunion. Je pense qu'on est à peu près à 450 sleeves opérés. Et pour le moment, on a eu besoin 2 fois de la réanimation. Une fois pour 24 heures et une fois pour beaucoup plus longtemps, mais ça c'est bien fini. Et donc, la complication, la fois où ça a été beaucoup dans les deux cas, c'était jamais le poumon le problème, alors que c'est le premier problème d'habitude. Le premier cas, c'était parce que la patiente faisait des troubles du rythme un petit peu bizarres et on a préféré l'envoyer. Et la deuxième, c'était une patiente que j'ai réopérée en urgence parce qu'elle avait eu une sleeve. Et je fais une réussite tout de suite parce qu'elle avait un volvulus d'estomac, parce que c'est une énorme poche, c'est un truc que j'avais jamais vu. Et je ne sais pas si j'ai bien fait ou pas, mais je ne savais pas quoi faire d'autre, elle était complètement aphagique.
Et le problème, c'est que comme elle était complètement phagique, elle avait, je sais pas, elle devait avoir 18 d'albumine, et que donc elle a lâché complètement son agrafage en haut. Et donc après, elle a été hospitalisée en vrai longtemps, parce qu'elle était complètement détruite et qu'elle s'en sortait pas. Pareil, ça a très bien fini, la patiente va bien maintenant, etc. Mais elle a mis 6 mois à s'en sortir. Voilà la principale complication que nous avons pour le moment. Et c'était que sur des reprises. Voilà. Maintenant, je me souviens bien de toi, parce que petit déjà, tu étais très bavard. Tu te souviens, hein? Allez, la dernière. Juste, pour votre VNI, vous n'avez pas de problème de prise en charge post-préop? Moi, je n'ai pas de problème. La seule personne qui peut avoir des problèmes de prise en charge pour ma VNI, c'est mon pneumologue. Mais a priori, donc, il n'y a pas de problème. Combien de temps vous mettez... 1 mois avant, 2 mois après. Mais après, ça, c'est parce qu'on a décidé de travailler. On a pensé que c'était une bonne chose. Et après, je ne sais pas si c'est bien ou pas. Hein. On va l'évaluer, ça. Hein. Le but, c'est d'évaluer. Mais en tout cas, pour le moment, on est très content pour que nos patients aillent bien. En tout cas. Après, sincèrement, 2 mois après, quand c'est des patients de 250 kg, je vois bien l'utilité. Quand c'est des patients qui ont des complications, je vois bien l'utilité. Mais sincèrement, pour les patients jeunes, etc., je ne suis pas certain. 10 ou 15 jours après, et déjà, il commence à courir. Je ne suis pas certain que ce soit l'idée du siècle. Hein. On a fait ça parce qu'on est arrivé, on a fait un protocole, on l'a établi comme ça. Et on n'est pas des grands scientifiques. Au début, on a eu un peu de soucis pour nos prises en charge, parce qu'au début, on les faisait nous. Et puis là, c'est maintenant qu'on a organisé notre équipe, qu'on a un pneumologue, tout ça, ça se passe bien. Et je ne peux pas vous dire, sincèrement, chirurgicalement et pour les suites, à l'évidence, que les gens arrivent, pour ceux qui n'ont pas d'apnée du sommeil, qu'ils arrivent avec une VNI, et les suites chirurgicales sont largement simplifiées. Vraiment, ça se voit, c'est évident. Alors moi, je vous dis pourquoi j'ai fait ça, c'est parce qu'avant, quand j'étais à Marseille, je travaillais dans un service de chirurgie, qui était un chirurgie viscérale et thoracique. Et que donc tous les patients qui ont opéré du thorax avaient une VNI par définition. Et ils allaient super bien. Et moi, je faisais la chirurgie de l'obésité, et moi, le patient, dès que j'avais une complication, elle était pulmonaire. Donc j'ai mis longtemps, parce que je ne suis pas très intelligent, au bout d'un moment, je me suis dit, mais bon sang, et si je leur mettais une VNI à eux aussi? Et hop, ça s'est tout de suite amélioré. Voilà comment j'ai commencé les VNI. Et au début, je les mettais qu'à certains patients. Et après, je me suis dit, mais quel est l'intérêt de ne pas le mettre à tout le monde, puisque c'est quand même, ça coûte pas très cher à la société, et en revanche, ça fait des grosses économies s'il n'y a pas de complications. Merci encore, c'était parfait.